La plupart des gens essaient de trouver des moyens d'utiliser la robotique, généralement pour remplacer le travail physique humain. Ces robots se distinguent car ils sont faits pour interagir avec les humains, non pour des tâches physiques. Aujourd'hui, j'accueille André Kiguel, le président, dans notre série Et président-directeur général de la société Realbotics. Vous pouvez emmener notre robot comme partenaire à un mariage ou l'emmener dîner au restaurant. La solitude provoque le cancer, le diabète, les accidents vasculaires cérébraux. C'est un gros problème pour les sociétés. Selon une vision, une partie du monde adopte une relation positive avec les robots et l'intelligence artificielle, tandis que d'autres s'y opposent et déclarent la guerre aux robots. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que l'intelligence artificielle va prendre le contrôle de la planète. Nous avons récemment vendu un robot à une famille dont le fils est autiste et qui interagit mieux avec l'intelligence artificielle et la robotique qu'avec les humains. Quand vous achetez un robot, je veux que vous receviez un email, comme un certificat de naissance pour votre robot. Comment pouvons-nous prendre cette technologie phénoménale que nous avons et la transformer en quelque chose de grand public? Donc nous sommes en train de créer quelque chose de nouveau ici, Mike. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans le monde qui vendent des robots humanoïdes grandeur nature, alimentés par l'intelligence artificielle. Plus de la moitié d'entre vous qui regardez ou écoutez n'êtes pas encore abonnés. Avant de commencer la conversation d'aujourd'hui, j'ai une petite demande. Si vous trouvez de la valeur dans ce que nous créons ici, les idées, les perspectives, les voies qui façonnent l'avenir de l'intelligence artificielle de la blockchain, des villes intelligentes et de la société, la meilleure façon de nous soutenir est simple et totalement gratuite. Abonnez-vous à la chaîne. Et voici notre promesse, nous continuerons à élever le niveau. À chaque épisode, nous vous proposerons des conversations plus profondes et plus riches avec les leaders et les innovateurs qui construisent le monde de demain, des idées qui informent, inspirent et remettent en question notre façon de penser. Votre soutien signifie tout pour nous. Merci de faire partie de cette aventure mondiale. Bonjour et bienvenue dans le podcast YouTube présenté par citiesabc.com, businessabc.net et wisdomia.ai. Nous continuons, je crois, à inviter dans cette série certaines des personnes qui changent la donne, font des affaires et de la technologie, ainsi que des personnes qui pensent que croire est l'une des choses les plus importantes lorsqu'il s'agit de tout ce qui touche aux affaires et, en fait, à la vie quotidienne. Être entrepreneur est une aventure fantastique, mais tout le monde n'est pas fait pour l'être. Dans cette série, nous avons donc invité des personnalités du monde entier qui partagent leur expérience avec notre public, ce qui me réjouit de présenter, de partager et d'apprendre autant que je pose des questions avec eux. Aujourd'hui, j'accueille Andrew Kiguel dans notre série Entrepreneur et dirigeant canadien avec plus de 20 ans d'expérience en banque d'investissement, blockchain, intelligence artificielle et robotique. Andrew était le président et président-directeur général de Realbotics Corp, une entreprise qui développe des robots humanoïdes intégrant l'intelligence artificielle pour la compagnie et l'interaction sociale. L'entreprise mise sur la robotique et l'intelligence artificielle pour améliorer l'expérience humaine. Realbotics est coté en bourse sur le Toronto Stock Exchange Venture Exchange sous le symbole XBOT à la bourse de Francfort et sur le Over-the-Counter Quality Board. Avant cette entreprise, André a cofondé et dirigé plusieurs sociétés spécialisées dans le Web3 et la blockchain. Il a été président-directeur général, cofondateur et directeur de AdHate Mining Corp, une société cotée en bourse spécialisée dans le minage de Bitcoin et l'infrastructure blockchain. Le leadership d'André chez 8 Mining a généré 143 millions de dollars de revenus et en 2 ans a permis de lever plus de 108 millions de dollars en fonds propres. Il a lancé une introduction en bourse valorisée. De 450 millions de dollars, André a aussi fondé Tokens.com, spécialisé dans l'investissement d'actifs numériques sur la blockchain. Il a aussi été président exécutif de Metaverse Group, spécialisé dans l'investissement immobilier virtuel et réel. Il est aussi entrepreneur en série avec d'autres sociétés qu'il a fondées, dont Alclabs, actif dans le jeu blockchain et le Web3. Avant d'entrer dans les domaines de la technologie, de l'industrie de la blockchain et de la robotique intelligence artificielle, André a passé 18 ans en tant que directeur général de la banque d'investissement chez GMP Securities, maintenant Stifel Canada. Il a été le banquier principal sur plus de 40 transactions dépassant 4 milliards de dollars et impliqué dans de nombreuses transactions différentes. Il a co-dirigé le groupe blockchain, dirigé le secteur immobilier et la liste continue.
Pour conclure, André détient un Master of Business Administration en finance de l'Université de Toronto et un RSBA de l'Université York. Une expérience formidable. Bienvenue dans notre série, André. Super, merci de m'accueillir. Alors, André, tu es au cœur de toutes les technologies les plus cool du monde, passant de la banque d'investissement à la blockchain, la crypto et maintenant la robotique et l'intelligence artificielle. Alors, comment tout cela a-t-il commencé? Et j'aime toujours remonter à l'enfance. Je sais que c'est un peu en arrière-plan de tout, mais j'aimerais entendre un peu ton histoire et que tu partages ce que tu veux partager, bien sûr, publiquement avec notre audience. Donc, en fait, je suis né À Santiago, au Chili, en Amérique du Sud, et ma famille a immigré au Canada à la fin des années 70 très rapidement et a dû s'adapter, apprendre l'anglais, s'adapter à une nouvelle culture et s'adapter à des parents qui ne voulaient pas s'adapter à une nouvelle culture, ce qui a causé beaucoup de tensions. Et je pense que, en grandissant, mes parents disaient toujours que comme carrière potentielle, je serais un très mauvais employé parce que je ne suis pas très doué pour suivre les instructions des autres. Je ne suis ni bon auditeur ni coopératif. Donc, vous savez, finalement, cela m'a amené à devoir trouver une profession qui me permettait, en quelque sorte, d'agir selon mes propres instincts, tout en étant sous la couverture d'une entreprise plus large. Donc, la banque d'investissement me convenait bien dans un certain sens. Quand on est banquier d'investissement, on construit des relations, on se constitue une boîte à outils de connaissances, et cela met l'accent sur la maîtrise des mathématiques et de la finance. J'ai toujours aimé les mathématiques car elles ne mentent pas. Et c'est là, c'est évident, et j'ai eu la chance de travailler avec des personnes vraiment talentueuses. L'un des grands avantages d'être banquier d'investissement, c'était de pouvoir rencontrer et échanger avec certains des entrepreneurs les plus prospères du Canada et aussi quelques-uns des États-Unis, dont j'ai pu apprendre et avec qui j'ai pu interagir. Oh, c'est fantastique. Alors, avant d'aller plus loin, parce que bien sûr, j'adore la culture et aussi plusieurs endroits que je pourrais, moi et ma famille, explorer. Donc, du Chili au Canada et aussi une éducation non conventionnelle à la banque d'investissement, puis vers le monde des startups. Quels sont, selon toi, les éléments qui t'ont le plus marqué? Parce que je pense que sur ces aspects, on garde un peu les cicatrices de notre parcours, mais bien sûr, il y a aussi beaucoup, je dirais, d'un système d'exploitation. Et je pense que les meilleurs entrepreneurs sont ceux qui savent vraiment exploiter leur propre système d'exploitation, en tirer le meilleur, mais aussi s'adapter à de nouveaux systèmes d'exploitation si on utilise la terminologie du logiciel. Quels ont été, selon toi, les domaines ou les moments qui ont forgé, je pense, cette force que tu as d'être passé d'une culture à l'autre, tout en gardant ta propre personnalité au milieu de tout ça? Une valeur toujours transmise par mes parents est l'importance des efforts. Les parents incarnaient la gratification différée. Cela pourrait aussi s'appliquer à ton parcours. Mais quand tes parents quittent un pays pour aller dans un autre pays sans rien, en fait, ils font le sacrifice ultime. C'est l'exemple parfait de la gratification différée, quitter ses amis et sa communauté en espérant mieux plus tard. Il y a un très grand sacrifice immédiat. Je l'ai bien remarqué. As-tu vécu une expérience similaire dans ton parcours? J'ai en quelque sorte les Nations Unies chez moi et lors de mes déplacements. Tout à fait. J'aime ce que tu dis. Il faut s'ouvrir et s'adapter aux autres. Il faut aussi se battre et sortir totalement de sa zone de confort. Bien sûr. Les choses positives se passent hors de la zone de confort et beaucoup évoquent la gratification différée. Je crois avoir vu Elon Musk décrire la gratification différée, comme tu sais, quelque chose du genre choisir de ne pas aller à la fête ce soir pour pouvoir organiser la fête dans 5 ans. Mais pour des gens comme nos parents, ce n'était pas juste une question de fête. C'était comme « je laisse derrière moi ma famille, ma communauté, ma langue, dans l'espoir que dans quelques années, je vais créer une vie meilleure pour moi-même ou pour mes enfants. » C'est difficile à imaginer. Pour moi, à mon stade, c'est dur de se dire qu'il faut tout quitter et se retrouver dans une telle situation. Tu sais, on se plaint beaucoup, il se passe beaucoup de choses politiquement en ce moment en Amérique du Nord, mais au moins, on n'est pas confronté à ce genre de trajectoire à laquelle nos parents ont pu faire face. C'est-à-dire, si on reste, il y a un vrai danger physique. Il y a beaucoup de dangers économiques aujourd'hui, mais à moins d'être dans des endroits comme l'Ukraine ou d'autres parties du monde, on n'a pas forcément besoin de faire ce genre de sacrifice majeur, de se dire « il n'y a pas de danger réel ici, si on reste là où on est, donc on doit tout laisser derrière nous. » J'adore ça. Donc, avec ce contexte familial qui est une motivation fantastique pour quelqu'un qui a déjà cette flamme en lui, tu choisis d'abord la banque d'investissement,
qui est probablement le secteur le plus conservateur et en même temps assez agressif parce que survivre dans la banque d'investissement n'est pas une tâche facile. Il faut vraiment être le meilleur du meilleur, mais aussi extrêmement compétitif. Alors, à partir de cette expérience, pour devenir entrepreneur, raconte-nous comment ça s'est passé. D'accord, mais choisir la banque d'investissement n'était pas si conservateur. En grandissant dans une famille démunie, tu développes une ambition. Même si, au fond, j'étais en quelque sorte un artiste. J'aimais lire de façon créative. J'aimais écrire des histoires et être un artiste, mais j'avais clairement cette motivation qui était « j'aimerais avoir une belle vie ». Et pour ça, quel est le métier le mieux payé? Et malheureusement, pour le meilleur ou pour le pire, je me suis orienté vers ça. Quel métier paie le plus? Médecin, avocat? Oh, ces banquiers-là, ils doivent utiliser leur esprit. Tu travailles un peu pour toi-même dans certaines limites et tu peux être très bien payé. C'est cette partie et le travail avec des entrepreneurs qui m'ont donné envie de le devenir. Donc, quand j'étais cofondateur de Hut 8 Mining, et l'histoire derrière ça est très intéressante. Donc, Hut 8 est une société de minage de Bitcoin cotée en bourse qui vaut plusieurs milliards de dollars. Nous étions le premier mineur de Bitcoin coté en bourse. Aujourd'hui, il y en a sans doute une vingtaine. En 2016-2017, lors de la création de l'entreprise, il n'y en avait pas. La raison, c'est qu'en tant que banquier, j'ai constaté que les investisseurs des marchés publics voulaient s'exposer au Bitcoin, mais ce n'était pas possible. Il n'y avait ni fonds négociés en bourse, ni mineurs, ni autres options. Donc nous avons dû trouver une idée pour contourner la réglementation et avoir un véhicule coté en bourse qui permette aux gens d'être exposés au Bitcoin. L'idée, c'était, pourquoi ne pas créer un mineur coté en bourse qui garde ses bitcoins, la stratégie HODL? J'ai fait cela en tant que banquier. Nous avons créé l'entreprise et levé des fonds. À ce jour, HUD8 a sans doute levé plus d'1 milliard de dollars durant sa croissance. À l'époque, quand ce n'était qu'une idée, nous avons levé plus de 100 millions de dollars et reçu 1 milliard de dollars de demandes dans le monde. C'était à l'époque et c'était basé sur, tu sais, un peu plus qu'une simple idée, mais pas beaucoup plus. J'ai fini par partir car nous avons attiré des personnes remarquables, comme Mike Novogratz au conseil d'administration. Tu connais peut-être Mike Novogratz de Galaxy Digital. J'ai aidé son entrée en bourse avec l'équipe. Nous avions fait quelques travaux dans le domaine de la blockchain. Mike est arrivé et a intégré le groupe, pas comme fondateur, mais parmi ceux venus après la phase d'amorçage. Il a rejoint le conseil d'administration. Bill Tai, déjà membre, reste président chez Hut 8, un investisseur en capital risque de premier plan dès le début. Je veux dire, il vient de la Silicon Valley, c'est un investisseur en amorçage et il a investi dans certains des plus grands noms de la planète. Nous avions 100 millions en banque et cherchions un président-directeur général. Donc, j'étais banquier, j'avais une bonne carrière et la vraie question était, qui va être le président-directeur général? Et j'ai dit, eh bien, pourquoi pas moi? Et c'était un mercredi. Je suis presque sûr que le lendemain, ils ont dit « Oui, vas-y, fais-le ». J'ai démissionné le jeudi. Le lundi, j'étais président-directeur général d'une entreprise avec 110 millions de dollars en banque, sans employés. Nous avions un logo et une idée. Et c'est vraiment ça qui m'a lancé dans mon parcours entrepreneurial. Donc, je me suis facilité la tâche parce qu'au moment où j'ai sauté le pas, j'avais de l'argent de côté. J'avais un conseil d'administration et une entreprise que j'avais aidé à créer. La décision fut étonnamment facile à prendre. C'est une histoire impressionnante. Vu de l'extérieur, ça semble facile, mais de l'intérieur, ce n'est sûrement pas si simple. Parce que, tout d'abord, générer de l'argent, comme tu l'as dit, c'est une tâche énorme qui demande énormément de compétences. Et c'est l'une des choses que j'essaie toujours de déconstruire. Je dis toujours à mon équipe qu'il n'y a rien qui arrive par accident. Et c'est parce que tu as trouvé des marchés de niche, tu étais préparé à cela, et tu avais aussi des soutiens pour t'accompagner. Et ensuite, il y avait ta propre contribution. Donc, à partir de là, j'aimerais aborder un peu ce sujet parce que tu étais au centre de la transformation du trading crypto en une opportunité, comme tu l'as dit, pour les gens qui veulent investir, mais qui veulent le faire de manière sécurisée. Et le Canada a en fait évolué dans ce sens. Malheureusement, la plupart des gens ne le savent probablement pas. Mais l'une des plus grandes avancées du Canada a été de faire le pont entre le trading crypto officiel et les marchés de capitaux. Alors, parle-nous un peu de cela, ainsi que de ton parcours, de la banque d'investissement à la crypto et au Bitcoin. Le métavers, oui. Et donc, je me considère comme un ingénieur financier, pas comme
J'adore la crypto, j'adore le Bitcoin. Je connais très bien le processus de minage et les algorithmes, mais ma principale motivation était comment permettre aux gens d'accéder plus facilement à la crypto. Vous savez, si vous avez un portefeuille, vous pouvez imaginer que pour beaucoup de personnes qui sont habituées à appuyer sur des boutons, à appeler leur conseiller financier, l'idée d'obtenir une exposition en achetant un matériel qui ressemble à une clé USB que vous branchez, puis devoir entrer des codes ou se souvenir de clés passées et tout ça, et les cacher, c'est intimidant. Donc la motivation était vraiment de faciliter l'accès à une catégorie plus large d'investisseurs grand public. Et je pense que ça a très bien marché. Et comme je l'ai dit, il y a eu des dizaines d'imitateurs depuis. Ce qui m'a poussé à aller au-delà de ça, c'est d'abord l'arrivée du COVID. Et je pense que j'étais devenu fatigué de diriger une entreprise cotée en bourse. En tant qu'entrepreneur, c'était ma première expérience et je suis sûr que tu comprends. Tu sais, être entrepreneur, c'est avoir des hauts vraiment très hauts. Mais la plupart des jours, tu te fais juste botter les couilles. Tu vois? Donc, c'est ça. Je comprends tout à fait ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est comme si chaque jour, tu dois gérer des gens. C'est difficile, tu vois. Tu sais, gérer des entreprises extérieures, construire, motiver, mettre tout en place. En tant que président-directeur général, tu portes vraiment tellement de casquettes. Et je sais que ça sonne comme un cliché, mais c'est tellement vrai. Un jour, tu gères les ressources humaines, un autre, tu fais autre chose. Et quand tu es le président-directeur général, mais est-ce que ça t'arrive de te réveiller au milieu de la nuit et tu te dis « Ah, il faut que j'y aille, il faut que je fasse ça. » Et ma femme me dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Tu t'es levé au milieu de la nuit et tu es allé travailler pendant 1 heure. Je ne pouvais pas risquer d'oublier ce qui m'était venu à l'esprit. Et en tant qu'entrepreneur, tu es toujours en train de courir après ces moments forts, tu sais, cette validation. Mais tu sais, dans ma société actuelle, on obtient cette validation, il se passe quelque chose et tu te dis « Oui, d'accord, je suis sur la bonne voie. » Mais beaucoup de jours, c'est un boulot assez solitaire où tu te demandes « Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que c'était la bonne décision? Est-ce que c'était ce qu'il fallait faire? » Mais bref, pour revenir à l'histoire, j'étais chez Hot8, je pense que je m'étais un peu étouffé avec le travail, je voulais un peu de temps libre et j'ai prévenu le conseil d'administration que je voulais partir. Et pendant mon temps libre, ce qui a coïncidé avec le Covid, j'ai commencé à découvrir le staking. Et le staking est en quelque sorte le pendant du minage de crypto-monnaie. Tu connais sûrement déjà tout ça, c'est la version sans électricité. Et j'étais vraiment étonné de voir que toutes les nouvelles blockchains étaient créées grâce au staking. Je veux dire, personne ne construit une nouvelle blockchain aujourd'hui, même avec, tu sais, une infrastructure de minage pour la sécurité. Ça n'arrive pas. Bitcoin, parmi les 20 premiers tokens, est sans doute le seul à utiliser encore le minage. Les autres font du staking. Donc à l'époque, je me suis dit, OK, c'est vraiment une transition intéressante et une façon pour moi d'exposer les investisseurs des marchés publics à des choses autres que Bitcoin. Et ton capital est investi dans l'achat du token parce que pour le staker, tu dois le posséder. Donc, j'ai lancé tokens.com sous le prétexte d'apporter de nouvelles choses intéressantes au marché public auxquelles ils auraient du mal à accéder eux-mêmes. À l'époque, c'était, tu sais, les débuts de Solana, Oasis, Polkadot, Ethereum et quelques autres. Je pense que nous étions la première entreprise publique. On a trouvé comment stacker Shiba Inu et avons été la première entreprise publique à en posséder. On a aussi acheté un CryptoPunk pour générer un rendement, devenant ainsi la première entreprise publique à posséder un CryptoPunk et du Shiba Inu tout en profitant des rendements liés à l'Ethereum. Waouh, c'est fantastique. J'adore. Tout d'abord, je partage complètement les défis, enfin les défis et les aventures d'être président-directeur général. Je pense que j'adore ça, même si la plupart des gens autour de moi ne partagent probablement pas la même passion, ou du moins pas le même niveau de stress. Comme tu l'as dit, la persévérance, mais je pense que c'est normal. Il y a des gens comme nous qui sont faits pour ça, il faut le faire. Mais c'est incroyable que tu aies identifié toutes ces différentes opportunités et j'aime ta précision. Dans mon cas, au début, j'étais au cœur de l'écosystème blockchain avec l'un des premiers tokens au monde et j'ai fait pas mal d'erreurs parce que je n'étais pas aussi précis, je réfléchissais probablement trop, mais c'est aussi quelque chose d'intéressant. Donc, je connais bien sûr toutes les entreprises que tu as créées, de token.com qui était l'une des premières jusqu'à Mining Corp, Metaverse Group. Metaverse Group, c'est une histoire intéressante. Je vais te raconter comment tout a commencé. Un de mes premiers amis dans la crypto m'a demandé « As-tu déjà pensé à acheter du Metaverse ?» Et essentiellement, un morceau de Metaverse, un Metaverse décentralisé, c'est un jeton non fongible qui fait partie d'un puzzle plus grand, n'est-ce pas? Il m'a dit
Il y a une rareté ici, ça me rappelle le Bitcoin. Donc, par exemple, Decentraland n'a que, peu importe le chiffre exact, 45 000 parcelles disponibles. À mesure que davantage de personnes fréquentent Decentraland, chaque parcelle prend de la valeur, comme l'immobilier. Et je me suis dit, ce serait intéressant d'intégrer cela dans tokens.com, encore une fois, pour offrir cette exposition comme, d'accord, une exposition cotée en bourse à un CryptoPunk, à Shiba Inu, à, Oasis et Polkadot. Alors j'ai dit, faisons-le d'une manière un peu tape à l'œil, et je ne sais pas si tu te souviens, en 2021, c'était avant que Facebook ne change de cap, mais tu te souviens de l'histoire où quelqu'un a acheté le bien immobilier le plus cher de l'histoire du métavers? Eh bien oui, c'était moi. Je ne sais pas. Oh, eh bien. Et on ne pensait pas que ça allait être le cas, on ne l'a pas fait pour la publicité, mais je me souviens qu'on l'a acheté et ensuite Decentraland nous a envoyé un message en disant que leur serveur explosait. Tout le monde veut savoir qui l'a fait. Peut-on dire que c'était toi? On a dit oui. Le lendemain, on avait CNN, CNBC, le Wall Street Journal. Tout le monde appelait pour demander c'est qui ces fous qui ont dépensé des millions de dollars pour acheter un bout de terrain virtuel. Et c'est là que je me suis dit, oh, je pense qu'il y a un business à faire ici. Séparons ça en créant Metaverse Group et construisons ça comme une sorte de société immobilière du métavers. C'est incroyable que tu sois à l'origine de tout ça. Eh bien, nous étions en parallèle sur beaucoup de ces aspects. Mais en fait, comme tu l'as dit, j'admirais la façon dont tu surfais sur les tendances. Mais en réalité, tu crées une valeur fantastique parce que ce n'est pas facile de construire la technologie pour être à la pointe des tendances et en même temps de regarder l'ingénierie financière. Comme tu l'as dit, il faut contrôler ces choses parce que c'est très facile de se planter, surtout quand on fait autant de choses innovantes et surtout quand tu fais ça avec de l'argent public, avec des échanges, etc. Donc, je veux aussi aborder cet aspect. Comment as-tu réussi à tirer parti de toutes ces innovations tout en gardant les investisseurs, les échanges, les offres publiques, la levée de fonds et toutes ces choses différentes? L'histoire reste la même. Nous ne présentons pas aux investisseurs comme si c'était un investissement exceptionnel. Nous sommes très transparents. Vous savez que nous traitons avec des investissements spéculatifs. Et quand je dis spéculatif, je veux dire qu'il y a un plan d'affaires. Par exemple, quand nous avons acheté de l'immobilier dans le métavers, il y avait un plan d'affaires. Et à mesure que de plus en plus de personnes vont utiliser ces métavers, nous pourrons facturer des loyers de plus en plus élevés à ceux qui voudront y construire et y faire de la publicité. Nous ne prétendons pas être une valeur sûre. Le message est toujours là et comme vous pouvez le voir, il y a eu de très bons moments. 2021 a été une excellente année pour la crypto et le métavers, pratiquement toutes les classes d'actifs dans le monde, en grande partie grâce aux chèques gouvernementaux distribués pour l'aide liée au Covid. 2022 et 2023 ont été des années terribles pour presque toutes les classes d'actifs. Et la crypto ainsi que le métavers ont particulièrement souffert, car non seulement ils ont connu un effondrement de leur valeur, mais il y a aussi eu des scandales très médiatisés, comme FTX Genesis, Three Arrows. Il y en a eu un après l'autre. C'était difficile d'aller voir des investisseurs mécontents et leur expliquer que, malgré des événements macroéconomiques, la thèse d'investissement restait valable, même si tout ne se passe pas comme prévu. Ce message est difficile à transmettre en tant que président-directeur général. Vous êtes le paratonnerre, vous savez, le paratonnerre pour l'attention négative et positive, n'est-ce pas? Je suis sûr que vous le ressentez aussi. Quand tout va bien, vous êtes le héros. Mais quand les choses tournent mal, vous êtes la personne que tout le monde veut détester. Oui, c'est ça. Et c'était en fait simplement regarder ce qui s'est passé au cours des 3 dernières années dans la crypto. Maintenant, bien sûr, c'est devenu grand public, même à la Maison-Blanche, mais il y a beaucoup de choses que nous n'aurions jamais pu prévoir. Oui, de retour à 2000. En 2017, j'avais une société cotée en bourse qui minait du Bitcoin et j'étais, vous savez, je voyageais partout dans le monde en disant aux gens qu'ils devraient investir dans cette chose qu'on appelle le Bitcoin. Quand il valait environ 3000 $, et les gens me regardaient d'un air perplexe en me disant « Tu as quitté ta carrière de banquier d'investissement dans l'immobilier pour faire ça. Genre, tu es fou. » Et puis, tu sais, aujourd'hui, tout le monde sait ce qu'est le Bitcoin et ça a été l'actif le plus performant pendant 12 années consécutives, enfin 10 des 12 dernières années. Mais à l'époque, je veux dire, les gens pensaient que tu étais fou. Oui, ça a vraiment été des montagnes russes, mais tu es impliqué dans la blockchain et le Web3 dans ton entreprise. Et tu sais, tu fais ça depuis un moment, donc tu peux comprendre, tu vas voir ta famille ou tes amis et ils te disent « Tu es sûr? Ça va?
Tu vas tout perdre ici et tu dois vraiment croire en ce que tu fais. Parce que parfois, c'est difficile de dormir la nuit, surtout quand, comme moi, j'ai 4 enfants, j'ai évidemment des obligations pour l'avenir. Donc oui. Oui, je comprends, et c'est ce que je voulais dire au public. Et je trouve ça intéressant, je me souviens probablement de l'expérience la plus folle de ma vie. En fait, j'ai aidé à créer une banque en 2014 à 2015. J'étais numéro 2, j'ai créé la banque, j'étais directeur commercial et j'occupais plusieurs fonctions. Mais l'une des choses dont je me souviens, c'est que 2 ans plus tard, je créais mon premier jeton et je me souviens qu'on m'a dit, noir sur blanc, dans la City de Londres, que si tu dis à quelqu'un que tu travailles dans le Bitcoin, tu es exposé et tu te fais en fait virer. Et je les regardais. C'est une autre perspective, oui, c'est la réalité. Les États-Unis détiennent une réserve de Bitcoin. Tu vois, oui, tu sais, mais ça prend du temps. Mais voilà le truc. Il faut des gens comme nous, prêts à prendre des risques pour faire avancer la technologie et être innovants, parce que sans les fous comme nous, qui pensent qu'il y a une plus grande récompense et une motivation étrange, que ce soit à cause de ce qu'on a vécu enfant ou autre, pour arriver ici, le monde n'avance pas et ne progresse pas. Oui, tout à fait. Et en le partageant avec notre public, j'ai une anecdote. J'ai rencontré un des fondateurs du Nasdaq. Évidemment, j'étais enthousiaste et j'ai posé des questions, mais cela a un peu brisé mon côté glamour car il a expliqué que la plupart des... C'était le Far West. Tout ce qui arrive à la crypto aujourd'hui s'est produit au Nasdaq. Ils étaient vus comme des fous et Madoff faisait partie de l'équipe. Exactement. Les gens oublient qu'il a été président du Nasdaq pendant un certain temps, n'est-ce pas? Oui, je pense qu'il avait un rôle encore plus important. C'est pour démystifier cette folie, et le Nasdaq reste très secret. Donc, je pense que c'est... Les gens oublient, ou il y a une sorte de mémoire courte, mais bon, continuons avec votre parcours parce qu'il est incroyable. J'aime aussi votre sens de la finesse, mais aussi votre compréhension. Donc, d'après votre parcours, c'est impressionnant parce que, bien sûr, toutes ces entreprises en ont vraiment fait, je dirais, une grande référence à partir de tokens.com. C'était énorme chez... À l'époque. Donc oui, je pense que toutes ces entreprises ont eu un moment d'impact. Malheureusement, comme je le dis, parmi toutes les entreprises que j'ai lancées, elles n'ont pas toutes réussi à s'en sortir de l'autre côté, n'est-ce pas? J'ai vendu Metaverse Group et fermé Oak Labs. Affichage tête haute, Aid se porte bien. Et vous savez, maintenant, il y a la robotique. Mais je pense qu'il est important que, vous savez, tous les auditeurs comprennent que l'échec est une bonne chose. Je répète souvent cela à mes enfants. L'échec permet d'apprendre et de réfléchir. Et il y a un excellent dicton qui dit, vous savez, celui qui échoue le plus est celui qui gagne. Je pense que cela montre que parfois, on identifie des choses et la thèse existe, mais le contexte macroéconomique ne coopère pas. Et vous savez que cela n'assure pas le succès. Oui, je suis complètement d'accord avec vous et je pense que, bien sûr, en tant qu'entrepreneur, il faut être prêt à changer et à s'adapter aux vagues et à tout ce qui se passe. Donc après cela, sur la blockchain et la crypto, ils sont passés directement à la robotique et c'est vraiment impressionnant ce que vous faites, en fait. Quand j'ai vu le communiqué de presse, immédiatement, sans même faire de recherche sur vous, c'était juste le communiqué de presse, puis j'ai compris où vous en étiez. J'étais intéressé parce que j'étais curieux de ce que vous faisiez et vraiment parce que je pense que ça va être, je dirais, le prochain épicentre de l'humanité. Alors, pourquoi Real Robotics et parlez-nous-en? Je pense que les autres, vous pouvez les retrouver dans l'histoire. Ils font partie de l'histoire de la blockchain. Je suis le président directeur général et président de Robotics, mais pas le fondateur, c'est important. Je suis attiré par tout ce qui est cool, peut-être comme un enfant dans l'âme, avec des connaissances en mathématiques. Donc j'explore ces domaines, mais la plupart des gens dans le domaine de la robotique essaient généralement de trouver des moyens d'utiliser la robotique pour remplacer le travail humain physique. D'accord? Que ce soit dans un entrepôt Amazon, déplacer cette boîte là-bas, ou chez vous, déneiger mon allée, me faire un café, passer l'aspirateur sur mon tapis. Je me suis dit que ce n'était pas forcément les cas d'utilisation exacts auxquels je pensais pour la robotique. Peut-être qu'en grandissant enfant, en regardant Star Wars, etc., les robots étaient vus comme des amis, avec une vraie valeur sociale. J'ai commencé à penser ainsi, puis j'ai découvert une entreprise qui fabriquait des robots très réalistes, dotés d'intelligence artificielle. Alors je l'ai acheté, et ce qui rend ces robots différents, c'est qu'ils sont conçus pour l'interaction humaine, pas pour des tâches physiques. La première question que la plupart des gens posent, c'est « Eh bien, à quoi pourraient servir ces robots ?» Et vous avez vu nos robots, n'est-ce pas?
Vous les avez probablement vus apparaître en ligne. Voici quelque chose d'intéressant, très impressionnant. Oui, voici un fait intéressant. Donc, la première fois que nous avons assisté à une conférence et que quelqu'un a vu un robot publiquement, c'était au Consumer Electronics Show, le Consumer Electronics Show, qui a eu lieu en janvier, donc il y a environ 8 semaines. C'était la première fois, et nous ne savions pas du tout à quoi nous attendre. Nous sommes donc allés là-bas, nous avons installé, nous avions 2 robots grandeur nature et 2 bustes robotiques connectés. Dès le deuxième jour, nous savions qu'il y avait quelque chose. Quelque chose de fou qui se passait parce que nos foules étaient extrêmement nombreuses du matin au soir. Les organisateurs du Consumer Electronics Show venaient sans cesse me voir et, en gros, ils me criaient dessus en disant qu'il fallait gérer la foule parce qu'on bloquait les sorties de secours et que nos stands voisins se plaignaient parce qu'il y avait trop de monde. Les demandes d'interview ont commencé à affluer, comme Fox News, Barstool Sports, Forbes, Associated Press, et ça a vraiment dégénéré pendant ces quelques jours après le Consumer Electronics Show, et on ne savait pas à quel point l'opportunité serait grande. On nous a dit que nous avions eu 4 milliards d'impressions médiatiques dans le monde entier. 4 milliards, donc une impression médiatique. Par exemple, Forbes, avec 3 millions de lecteurs, cela ferait 3 millions. Barstool Sports, ce ne sont pas 4 milliards de personnes, mais des impressions médiatiques. C'est une attention médiatique remarquable pour une entreprise totalement nouvelle, inconnue jusque-là, et tout cela s'est produit de façon organique. C'est très impressionnant et ce que vous faites l'est aussi. Comme vous l'avez dit, vous n'êtes pas le fondateur, alors dites-nous pourquoi vous avez choisi ce que vous faites et quel est votre argument unique de vente. Qu'est-ce que Real Robot, la robotique réelle, pour quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler? Bien sûr, on peut voir le côté cool, mais qu'est-ce que c'est vraiment? La partie que vous essayez réellement de développer, parce que bien sûr, c'est une industrie qui pèse des milliers de milliards de dollars. Je vais d'ailleurs être à la fin de l'événement bientôt. Et l'une des choses que j'ai remarqué, c'est que j'ai en fait interviewé l'un des directeurs de NVIDIA dans cette série. Ils se concentrent tous sur les robots. Et il y a aussi Elon Musk et Tesla. En fait, j'ai interviewé le robot d'Aida dans cette série. En réalité, c'était probablement il y a 4 ans. Donc, c'était une intelligence artificielle très médiatisée. Quel robot as-tu interviewé, Aida? Aida est un robot artiste basé au Royaume-Uni, créé à Oxford par un célèbre collectionneur d'art. Et ils sont devenus assez célèbres parce que l'un des développeurs est originaire d'Égypte et ils ont réussi à placer cette sculpture d'Aïda devant les pyramides. Elle est sympa et l'idée est originale. Et moi aussi, je connais très bien la robotique et Benegor. Oui, oui, et aussi Sophia. Mais vous faites quelque chose de vraiment énorme, ambitieux. Donc, et bien sûr, vous n'êtes pas Tesla ni Telvid. Présentez-nous brièvement l'entreprise, ses objectifs et ce qu'elle propose aux intéressés. Vous êtes une société cotée en bourse. C'est aussi une information intéressante sur une société cotée en bourse. Oui, les médias ont vraiment trop simplifié notre histoire, pour être tout à fait honnête. Ils disent qu'on peut acheter une petite amie robotique pour 200 000 $. C'est bien plus sensationnel de parler de l'aspect compagnie des robots. Mais en réalité, nous n'avons rien vendu dans ce domaine. C'est un slogan plus amusant. Et pour les auditeurs, vous savez, nos robots ont une apparence incroyablement humaine et notre intelligence artificielle est conçue pour converser avec vous. Elle est conçue pour être sociale. Je plaisante. Vous pouvez emmener notre robot en partenaire à un mariage ou au restaurant. Ce qui est unique ici, c'est qu'il peut être un compagnon et qu'on peut en parler. La solitude est une épidémie mondiale. J'ai fait quelques recherches à ce sujet. Ce problème concerne non seulement les personnes âgées et les adolescents, mais il est mondial, pas seulement aux États-Unis. Peut-être que les gens sont désormais plus habitués à leur ordinateur. Tout le monde ne vit pas en grande ville. Certains ont des traumatismes sociaux. Ils peuvent avoir un handicap, être sur le spectre ou avoir d'autres raisons qui rendent les interactions sociales difficiles. Et donc, nos robots ont la capacité de tenir compagnie aux gens et notre intelligence artificielle a une mémoire. Elle peut se souvenir de qui vous êtes, elle peut se souvenir de votre conversation d'hier, et comme il y a une manifestation physique qui paraît réelle, elle peut remplir ce rôle. Et d'ailleurs, la solitude provoque le cancer, le diabète et les accidents vasculaires cérébraux posent un sérieux problème aux sociétés, générant des coûts bien supérieurs à ce qu'on imagine. Ce n'est pas qu'une question de solitude. Avoir environ 25% de la population mondiale se sentant seule a des conséquences graves. Je pense que nous pouvons répondre à cela. C'est un cas d'utilisation, mais il y en a d'autres.
Nous avons créé un système de vision doté d'yeux très réaliste, capable de vous reconnaître. Il peut reconnaître un objet que vous tenez. Il peut reconnaître une situation. Et il y a un feu derrière vous. Prenez un extincteur et éteignez-le. C'est quelque chose que nous avons breveté. Nous avons également breveté cette capacité à changer le visage des robots. Tous nos robots sont construits de manière modulaire. Et donc, en un sens, le châssis du robot. Le squelette est le même, mais les pièces qui vont au-dessus, comme le visage, et nous avons une peau synthétique très réaliste. Une même plateforme robotique peut servir à plusieurs personnages aux looks différents. Avec votre accord, nous pouvons aussi donner au robot votre apparence, par exemple. Vous savez, mettez votre tête dans un scanner laser 3D, il nous envoie les dimensions. Nous pouvons créer un moule à votre image, l'intégrer à un robot et imiter votre voix. Quels seraient les usages possibles? Eh bien, pensez à un magasin de détail. Vous pourriez avoir un robot dans un magasin de détail. Il pourrait surveiller des choses comme le vol. Il peut informer les clients sur ce qui est en promotion. Il peut être utilisé comme un moyen d'attirer simplement du passage. Cela pourrait être un concierge d'hôtel. Cela pourrait être un hôte dans un casino. Cela pourrait être un aide-soignant à l'hôpital ou en établissement pour personnes âgées, allant de chambre en chambre pour parler aux patients et transmettre les informations au personnel médical. Les cas d'utilisation sont donc variés. D'un point de vue d'ingénieur, je serais plus technique, mais mon public mêle techniciens et dirigeants. En ce qui concerne le travail que vous faites avec la robotique, et je sais que vous êtes le président, directeur général, pas forcément l'ingénieur, mais je suis sûr que vous en savez suffisamment sur le sujet. Donc, vous avez des robots humanoïdes personnalisables à grande échelle qui, comme je l'ai dit, ont de multiples capacités et peuvent être utilisés dans différents cas d'utilisation. Vous avez cette touche humaine et je partage votre avis. Je crée aussi, et dans ma série sur ma chaîne YouTube, j'ai déjà présenté une interview avec un jumeau numérique de Bernard Da Vinci que j'ai conçu avec une intelligence artificielle modèle de langage de grande taille. J'ai également interviewé Einstein pour qui nous avons créé un modèle de langage de grande taille. C'est l'une des choses dont je suis obsédé. Je partage complètement cette passion avec vous. Je crois que, bien sûr, si l'on regarde n'importe quelle œuvre de science-fiction, il y a toujours une interaction positive entre les robots et les humains. Il existe aussi l'opposé, le négatif. Vous avez Matrix. Des Terminators. Et les Terminators. Mais au final, vous tentez d'établir une solide barrière contre cela. Pour ceux qui nous écoutent, je crois que l'un de vos objectifs est de dépasser la barrière entre l'homme et la machine. Oui, nous avons déjà tout cela pour l'intelligence artificielle. Et vous avez aussi la capacité de la blockchain grâce à la capacité de données. Je suis sûr que vous apportez une partie de vos connaissances et de votre expérience là-dessus. Mais concernant les robots que vous créez et que vous avez déjà avec les différents domaines que vous pouvez explorer, comment voyez-vous l'évolution de l'entreprise et surtout la personnalisation, l'interchangeabilité, mais aussi la feuille de route pour amener les robots dans le grand public d'une manière non dystopique? C'est bien sûr la question. Oui, si vous construisez un robot pour un entrepôt, qui se soucie de son apparence? Qui se soucie s'il peut faire une expression faciale ou non? Nos robots ont, 12 expressions faciales différentes. En tant que président-directeur général de cette entreprise de robots, je rencontre un problème unique. Quels vêtements faire porter à votre robot lors d'une conférence, contrairement aux autres présidents-directeurs généraux du secteur? Nous avons été critiqués au Consumer Electronics Show car certains n'ont pas aimé la manucure d'un robot. Vous savez, c'est un genre de problèmes amusants à avoir, mais le plan est le suivant. Premièrement, nous n'ouvrons pas une boulangerie au coin de la rue, ni un magasin d'informatique où l'on peut vraiment analyser son marché final. Nous sommes en train de créer quelque chose de nouveau ici. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans le monde qui vendent des robots humanoïdes, grandeur nature, alimentés par l'intelligence artificielle. Les cas d'utilisation sont en train de se développer. Et vous savez, je dis que c'est un peu comme les débuts d'Internet ou même de l'informatique, où il y a 30 ans, personne, vous savez, je ne pense pas que Steve Jobs aurait pu imaginer comment les ordinateurs et Internet seraient utilisés aujourd'hui. Ou même avant, dans l'informatique, personne n'imaginait vraiment Internet. Ce que nous voulons faire, c'est baisser suffisamment le prix des robots pour qu'ils puissent être utilisés principalement dans des solutions d'entreprise. J'aimerais voir nos robots dans les parcs à thème, les musées, les magasins de détail, les hôtels et les casinos. C'est un marché énorme. Un autre aspect clé de nos robots, c'est qu'ils sont open source. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez faire tourner notre intelligence artificielle, notre modèle de langage de grande taille sur le robot, mais devinez quoi?
nous pouvons aussi faire tourner ChatGPT, Llama, Gemini, DeepSeek ou n'importe quelle intelligence artificielle propriétaire qui existe et qu'une entreprise pourrait posséder. Donc en ce moment, nous discutons avec l'une des plus grandes entreprises d'électronique au monde qui a sa propre intelligence artificielle. Ils ne sont pas forcément intéressés par un robot social. Ils veulent un robot capable de parler et de décrire tous leurs produits. Et ils veulent emmener ce robot à différentes conventions et l'utiliser comme un moyen de valoriser leur marque. Quelqu'un arrive et demande « Parlez-moi de votre grille-pain. Voici la nouvelle version et pourquoi elle est géniale. » Vous ne pouvez pas faire ça avec certains de ces autres robots parce qu'ils ne sont pas programmés pour avoir l'air amicaux. Ils me semblent intimidants. Ils ressemblent à des robots qui, vous savez, pourraient devenir fous et blesser quelqu'un. Nos robots ont une apparence amicale et il y a beaucoup d'art dans leur conception. Je pense que c'est nécessaire pour que les robots deviennent courants et pour avoir une meilleure connexion humaine, et c'est là que nous sommes en train de nous faire une place. Maintenant, dans quels autres domaines? Il y a eu un rapport récemment qui dit que le marché des robots de divertissement va atteindre 115 milliards d'ici 2029, c'est dans 4 ans. 115 milliards rien que pour les robots de divertissement. Donc, ce que ça pourrait être, c'est, vous savez, nous avons vendu certains robots à des parcs à thème ou pour des activités promotionnelles. Alors, imaginez que vous allez au casino. Bonjour, le robot vous accueille. Puis-je vous aider? Où sont les toilettes? Où trouver un burger? Où sont les machines à sous? Le robot peut vous guider. Si vous choisissez un casino, vous pourriez préférer celui où des robots interagissent avec vous. Nous pouvons donc l'utiliser pour attirer du passage et promouvoir un produit. Il existe de nombreux cas similaires, et je pense que l'entreprise va dans ce sens. Bien sûr, certaines personnes se sentent seules. Nous parlions à quelqu'un de l'armée. C'était intéressant. Ils ont dit que leurs robots de l'armée ne pouvaient blesser personne, ce n'est pas leur but. Ils disaient « Non, tu ne comprends pas. Nous ne voulons pas tes robots pour un usage militaire ainsi. » Ils ont dit « Nous avons beaucoup de personnes isolées, stationnées partout dans le monde. Peut-être que les robots pourraient servir à tenir compagnie aux gens. » Un peu comme dans Star Wars, vous savez, Luke Skywalker avait un R2D2 et un C3PO quand il pilotait. Les gens ont besoin de compagnie. Et avec la convergence actuelle de l'intelligence artificielle et du matériel, c'est le bon moment pour le faire. Je ne crois pas que ce soit possible avec ces robots grille-pain. Il faut des robots comme les nôtres. Non, je suis d'accord. Et tu as mentionné un très bon point que j'ai d'ailleurs abordé dans cette série de podcasts. C'est que il y a effectivement, par exemple, en ce qui concerne les personnes en situation de handicap, je pense qu'il y a 1 milliard de personnes en situation de handicap. Et puis, si vous ajoutez les personnes de plus de 60, 70 ans, elles ont d'autres types de handicap. Cela peut être l'agilité, cela peut être la vision, cela peut être d'autres choses. Et en fait, je travaille avec certaines interactions avec les Jeux paralympiques. Et il est intéressant de noter qu'une des personnes, certaines des personnes à qui j'ai parlé, l'une des choses les plus perturbantes qu'elles m'ont dites, c'est que le principal problème pour les personnes en situation de handicap est en réalité précisément la solitude. Et par exemple, au Japon, il y a également eu une étude qui disait qu'ils sont plus enclins à interagir avec un robot qu'avec un autre humain, ce qui est une autre. Je vais vous raconter une histoire intéressante. Nous avons justement vendu le robot le mois dernier à une famille qui a un fils autiste, d'accord? Ce n'est pas un enfant, c'est un fils adulte qui est autiste et qui interagit mieux avec l'intelligence artificielle et la robotique qu'avec les humains. Et en fait, nous avons déjà constaté cela auparavant. Ce n'est pas la première fois que nous vendons des robots pour ce cas d'utilisation. Nous leur avons vendu un robot grandeur nature pour que cette personne ait de la compagnie. Donc, je pense que c'est une étude de cas vraiment viable pour l'avenir. Donc, je veux aborder ce point parce que, comme vous l'avez dit, vos robots sont très humains et très amicaux. Alors, comment faites-vous le lien entre la construction de toutes les étapes de la modélisation? Et j'ai aussi vu qu'ils sont personnalisables, ainsi que l'emballage ou la personnalisation que vous proposez pour un client. Donc, vous faites cela plutôt sur une base individuelle. Vous voulez vous développer sur le marché. C'est un peu le parcours que vous avez, car c'est sur votre site web, mais j'aimerais... Votre avis? 3 modèles sont disponibles. Donc, le premier modèle est juste le buste. Il y a 3 visages disponibles pour le buste. Nous avons un Hank, une Aria et une Melody. Choisissez-en un. Ils débutent à 10 000 $ et sont compatibles avec ChatGPT ou Gemini. La personnalisation du visage coûte 20 000 $ de plus.
Par exemple, si vous souhaitez que le buste ressemble à votre grand-mère ou à votre défunt père. Michael Jackson. Nous pouvons le faire, mais il y a un coût supplémentaire pour cela, le deuxième modèle. Nous avons, et c'est intéressant, c'est aussi vraiment unique, je pense que ce que nous faisons est vraiment différent de ce que font tous les autres fabricants de robots. Donc, le deuxième modèle que nous avons, nous l'appelons le robot M, qui est le robot modulaire. Et le robot modulaire, c'est essentiellement comme des Lego. C'est un robot qui peut être assemblé, un robot grandeur nature, qui se connecte presque comme des Lego. Et la raison pour laquelle nous avons construit cela, c'est parce que nous recevions tellement de demandes du genre. Pouvez-vous amener le robot ici? Pouvez-vous l'emmener à New York? Pouvez-vous l'emmener à Las Vegas? Pouvez-vous le déplacer? Nous nous sommes dit que c'était incroyablement compliqué, logistique, de déplacer un robot de 75 kilos. Donc je me disais, qu'est-ce qu'on fait? On le met dans un cercueil et on l'expédie. Alors, nous avons conçu un robot qui peut être démonté et mis dans une valise et enregistré avec vos bagages à l'aéroport pour que vous puissiez simplement voyager avec. Et donc, c'est notre robot M. C'est notre robot modulaire. Il ne se déplace pas, il n'a pas la capacité de se déplacer dans une pièce, mais il a de la mobilité, il a des jambes complètes, il est sur une plateforme et il est entièrement robotisé du torse vers le haut. Il peut faire 20 gestes de la main différents, comme le check du poing, le signe de la paix. Saluer, se recoiffer, il ne peut tout simplement pas se déplacer. Et bien sûr, nous avons mis environ 16 servomoteurs dans le visage, ce qui lui permet d'exprimer la joie, la tristesse, la surprise, la colère. Nous avons aussi une technologie qui nous est propre, qui est sur la synchronisation labiale de la bouche et des lèvres avec ce que le robot dit. Et ça, c'est vraiment très difficile à faire parce qu'on ne veut pas que la bouche du robot ressemble simplement à une sorte de castagnette. Vous voulez que la bouche articule au mieux ce que le robot dit, et cela nécessite beaucoup de petits micromoteurs dans et autour du visage pour prononcer correctement les mots. Donc, je suppose qu'une partie de cela, c'est que lorsque vous achetez ce robot modulaire, la tête se détache, vous la retirez, vous la mettez dans une valise et vous pouvez voyager avec. Ce robot coûte 135 000 $. Le dernier robot, et encore, il faut ajouter 20 000 $ si vous voulez personnaliser le visage. Le dernier robot que nous vendons est le modèle à corps entier. Encore une fois, ce sont les mêmes 3 visages, donc les moules pour les visages standards sont déjà préfabriqués. Cela ne nous coûte rien de plus. On met la silicone, le visage sort, puis on le place sur la tête robotique. Le châssis reste le même. Ce robot mobile sur plateforme à roulettes, non détachable, commence à 175 000 $, encore une fois, le point clé. La mise à niveau propose un visage personnalisable pour 20 000 $. Voici les 3 modèles de robots que nous vendons. Donc, quand on parle de mise à l'échelle, nous offrons un certain niveau de personnalisation, mais le niveau de personnalisation que nous proposons ressemble un peu à l'achat d'une voiture. Vous pouvez ajuster l'apparence, choisir la couleur, le toit ouvrant, les sièges en cuir ou tissu. Chez nous aussi, la plateforme interne et le châssis du robot restent identiques, ce qui facilite le passage à l'échelle. Et ce sont juste les caractéristiques physiques que vous pouvez modifier à un certain prix ou choisir le modèle standard que nous proposons. Non, c'est vraiment impressionnant. Nous partagerons des images avec notre public. Oui, laissez-nous vous envoyer des images. Nous en avons beaucoup. Je peux aussi en parler, surtout de l'ingénierie. Si vous avez le temps, allez-y s'il vous plaît. J'ai encore des questions. Donc, nous fabriquons tout aux États-Unis. Nous avons une technologie de peau en silicone propriétaire, une technologie de peau synthétique qui est très réaliste. Nous avons même été approchés par des professionnels de la santé pour voir si cela pouvait être utilisé comme substitut de peau pour les victimes de brûlures. C'est l'un des éléments qui renforce le réalisme. Nous utilisons la plateforme NVIDIA Orin pour le système de vision. Nous avons intégré cela, ce qui aide le système de vision à reconnaître personnes, objets et situations. Pour les moteurs, donc ce sont les servomoteurs, les éléments qui font essentiellement bouger les coudes ou même, vous savez, faire sourire ou froncer les sourcils au robot. Nous les achetons à l'entreprise américaine Dynamixel. Nous avons donc un contrat avec eux qui nous permet d'acheter ces micromoteurs en grande quantité, car il y a, vous savez, probablement quelques centaines de moteurs dans chaque robot, de petits micromoteurs qui permettent le mouvement. Pour que nos robots puissent saluer de la main, nous équipons leurs doigts de moteurs pour reproduire ce geste. Comme partout où il y a une articulation, ils ont un moteur qui leur permet de faire tout ce qu'une main humaine peut faire. Pour l'usinage, nous utilisons Waggle et AWS pour leur cloud.
Cela vous donne une perspective générale. Le reste, nous l'ingénierons et le fabriquons nous-mêmes à Las Vegas. Waouh, c'est impressionnant. Et si vous avez un peu de temps pour 2 ou 3 questions de plus? J'ai préparé pour l'entretien un point sur la propriété intellectuelle et le commerce dont vous avez parlé. Je vais juste rappeler certaines fonctionnalités intéressantes. Vous avez un visage modulaire interchangeable avec motif, une tête de poupée magnétique ajustable et un globe oculaire à vision robotique. Et aussi, en ce qui concerne l'adresse IP, vous avez mentionné la peau, mais aussi un corps et une tête robotique modulaire. Aussi, une bouche robotique et la synchronisation labiale. À partir de là, et c'est ce que je pense être public, il doit y avoir bien plus. Mais selon la façon dont vous voulez construire l'entreprise, parce qu'il y a bien sûr beaucoup de choses, je dirais, si je regarde la robotique aujourd'hui, et j'ai en fait travaillé ou interviewé des entreprises comme Siemens et International Business Machines et beaucoup d'autres entreprises différentes et International Business Machines aussi, et aussi surtout par exemple NVIDIA est probablement celle qui investit le plus à grande échelle, surtout dans le logiciel, et aussi toutes les GPU. Comment percevez-vous l'industrie robotique, notamment au regard de vos activités dans ce domaine? Et aussi les différentes couches parce que vous voulez passer à l'échelle un contrôle qualité pour vous-même. Je vais faire un parallèle plus scientifique, bien que tiré de la science-fiction. Par exemple, regardez Star Wars, dont je suis fan, ou Star Trek, selon vos goûts, j'aime les deux. À notre âge, tout le monde est un fan. Grand fan, non, c'était nous. Notre enfance, c'était faire la queue au cinéma. La nouvelle génération ne connaît pas ça. Oui, mais par exemple, si vous regardez The Mandalorian, la série est intéressante car elle comporte beaucoup de robotique, de Grogu, à d'autres éléments d'ingénierie. J'utilise la science-fiction pour rejoindre la réalité car au final, la science-fiction imite la réalité. Mais les robots ont normalement différents types de caractéristiques aussi, comme ce que je viens de décrire. Adresse IP, Android, secrets ou éléments variés, puis vous pouvez combiner et créer vos propres robots, comme la RCP ou dans Star Wars avec la tête, etc. Vous voyez l'idée. Je veux complexifier la question avant de la simplifier et je ne sais pas si vous avez vu le film The Creator. Non, le film est incroyable. En fait, le réalisateur a aussi travaillé sur un film Star Wars, mais The Creator dépeint un monde en 2070 où nous avons des robots très avancés et où l'humanité est divisée en 2 parties. Je ne vais pas entrer dans le scénario, mais je pense que c'est intéressant pour la question que je veux vous poser. Il y a une vision où, d'un côté, une partie du monde adopte une relation positive avec les robots et l'intelligence artificielle, tandis qu'une autre partie du monde s'y oppose et décide de faire la guerre aux robots. Sans entrer dans les détails, bien sûr, la partie du monde dont je parle fait exactement ce que vous venez de décrire. Ils vivent avec les robots, ils sont des compagnons, ils deviennent amis et ils deviennent aussi une sorte de semi-conscience humaine. Et puis, bien sûr, il y a certains robots qui atteignent un nouveau niveau de super-intelligence consciente. Et c'est là que tous les mythes de la science-fiction finissent par aller. Nous avons une nouvelle itération d'androïdes, d'humains qui émergent de ce travail. Donc, en tant que personne qui construit la partie ingénierie et technique, et comme vous avez mentionné la notion de compagnonnage, c'est un énorme marché parce que rien que le compagnonnage, je suis sûr que si vous créez un robot pour les patients et un robot pour les hôpitaux, ce sera énorme parce que les gens en ont besoin et le robot peut Nous vendons déjà cela aujourd'hui. Exactement. Donc, je veux juste voir comment faites-vous le lien entre ces éléments idéologiques et philosophiques, puis la partie ingénierie, et aussi le fait d'amener cela sur le marché. Parce que ces 3 choses sont des composantes qu'on ne peut pas séparer. Il s'agit aussi de rester à la pointe pour être compétitif, parce que même s'il n'y a pas encore une concurrence massive, il y a beaucoup de gens qui construisent des robots. Il y a beaucoup de gens qui construisent des robots. Personne ne construit des robots comme les nôtres, à ma connaissance. C'est une question profondément philosophique, et je ne sais pas si je suis assez profond pour entrer dans la philosophie autour de ça. Je vois juste une opportunité vraiment intéressante. Je pense qu'aujourd'hui, il existe déjà des robots, si vous allez chez Boston Dynamics et dans d'autres endroits, qui peuvent être utilisés à des fins militaires, n'est-ce pas? Comme tout Internet, les réseaux sociaux, il y aura toujours des personnes mal intentionnées qui chercheront à en profiter pour nuire aux autres. Je ne pense pas que la technologie robotique soit encore à ce niveau, sauf pour des usages militaires spécifiques. On peut se demander si un drone est un type spécialisé de robot. Je pense que nous sommes encore à plusieurs années du moment où nous devrons vraiment nous confronter à ce problème. Et je ne sais pas si ce sera un problème, à part quelque chose dans lequel nous évoluerons.
Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que l'intelligence artificielle va prendre le contrôle de la planète et que nous allons vivre dans un monde à la Blade Runner ou Terminator. Je pense que, comme pour toutes les autres technologies que l'humanité a développées, nous trouverons des moyens de la garder sous contrôle. Vous êtes donc optimiste, sinon vous ne vous y intéresseriez pas. Je le suis aussi, et je pense qu'il faut mettre cela en perspective et qu'il reste beaucoup à apprendre. Nous parlons d'intelligence artificielle générale et de divers concepts. Et récemment, l'intelligence artificielle générale est souvent représentée sous forme robotique ou androïde, comme dans Blade Runner. Je ne veux pas trop m'attarder sur l'aspect philosophique, bien que ce domaine me passionne. J'ai d'ailleurs interviewé Nick Bostrom, sans doute la plus grande autorité mondiale en intelligence artificielle et philosophie. Pour revenir à votre entreprise, votre parcours montre une vraie évolution. Quels sont les... Diriez-vous aux intéressés, investisseurs ou acheteurs de robots, serait-ce le... Vous présentez parfaitement votre rôle de président-directeur général et la présentation pour les investisseurs est excellente sur votre site. Mais quelle est votre vision pour avancer et pouvez-vous nous en dire plus sur vos objectifs pour les prochaines années? Nous sommes à un point d'inflexion en tant qu'entreprise et cherchons comment passer à l'échelle. Je suis déterminé à offrir une expérience client forte. Nous pourrions vendre plus de robots si nous renforcions le marketing. Cependant, je préfère commencer à plus petite échelle et vendre à quelques clients sélectionnés pour perfectionner le service client. Par exemple, lors de l'achat d'un robot, je souhaite qu'un email soit envoyé au moulage du visage et que vous receviez presque un certificat de naissance pour votre robot. Il doit y avoir une sorte de mise à jour logicielle continue, un mécanisme de mise à jour du matériel. Et même si nous vendons des robots aujourd'hui, je veux vraiment perfectionner cela avant de passer à l'échelle. Donc, là où nous en sommes aujourd'hui, c'est que si quelqu'un cherche à s'exposer à ce secteur, il n'y a pas beaucoup d'entreprises cotées en bourse spécialisées dans la fabrication de matériel et de logiciels pour les robots humanoïdes. Et de loin, nous sommes uniques. Je pense que le Consumer Electronics Show l'a confirmé. Nous étions dans la section robotique au Consumer Electronics Show et nous avions une foule plus importante que tous les autres. Donc, nous travaillons sur quelque chose d'unique ici et je pense que pour les personnes intéressées, vous savez, nous sommes cotés en bourse, donc nos informations sont accessibles. Nous en sommes au premier stade. Et le défi pour la direction en ce moment, c'est comment prendre cette technologie phénoménale que nous avons et la transformer en quelque chose de grand public. Et pour que cela devienne grand public, nous devons la perfectionner. Le dernier maillon pour interagir avec les clients. Oui, c'est judicieux car en posant les bases, on peut avancer réellement. Donc vous pouvez ensuite conquérir un marché bien plus large. Une autre question que j'ai, et je veux respecter votre temps, dites-moi quand vous aurez atteint votre limite, mais SM1 qui a apporté la blockchain, j'ai en fait interviewé une entreprise ici qui fabrique des robots chiens. J'ai moi-même travaillé avec des entreprises robotiques et l'une des choses qu'ils faisaient, c'était d'utiliser une sorte de jeton et la certification blockchain pour créer une autorité sur les données et en fait protéger ces données contre toute modification. Est-ce que vous intégrez ce genre de choses dans vos robots et avec toute votre expérience de la technologie blockchain et de l'intelligence artificielle, est-ce que vous appliquez cela dans vos projets? Nous ne le faisons pas. J'adore la technologie blockchain. Je pense que la connexion et la convergence entre l'intelligence artificielle et la blockchain sont plus fortes qu'entre la blockchain et la robotique, à moins que vous ne parliez simplement de système d'inventaire. Mais je pense qu'attacher un jeton non fongible ou quelque chose de similaire au robot va compliquer l'histoire pour les gens. Je ne veux pas banaliser ce que nous faisons, vous savez, en offrant un jeton non fongible avec chaque robot. Et malheureusement, même si la technologie jeton non fongible est incroyable, et c'est dommage que cela ait été banalisé par quelque chose qui était un peu à la mode et spéculatif, cette technologie a été en partie réprimée en raison de sa mise en œuvre. Vous savez, un jeton non fongible, c'est vraiment comme une blockchain pour un seul objet. Et si vous y réfléchissez, pour moi, vous pourriez mettre tout le contenu de votre maison dessus. Vous voyez? Vous pourriez mettre, vous vous souvenez des Soul NFT, comme on les appelait. Ouais, donc imaginez que vous allez dans un collège communautaire, une université, peu importe, ou même un travail, et vous pouvez présenter un jeton non fongible. Vous avez donc un curriculum vitae virtuel qui dit « Oui, ce gars a fréquenté Harvard ou Ryerson ou peu importe, et il a ce diplôme. » Et la personne peut regarder et se dire « D'accord, c'est la preuve que cette personne l'a vraiment fait. » Quel excellent cas d'utilisation.
Et les assurances? Par exemple, j'ai enregistré tous les objets importants de ma maison. Après un incendie, je peux prouver que je possédais ces biens disparus. Pensez aussi aux usages dans l'art. Et je pense vraiment qu'on a tout gâché avec les jetons non fongibles, pas parce que je n'aimais pas les CryptoPunks, les Bored Apes et tout le reste, mais parce que ça a pris le devant de la scène par rapport à la véritable technologie sous-jacente, et je pense que ça a vraiment fait reculer les choses. Oui, je parlais surtout de l'aspect intelligent de la technologie, mais je comprends. Oui, non, je suis d'accord, je ne cherche pas à faire ça parce que je crois que ça peut compliquer les choses. Je ne veux pas non plus banaliser la chose. Tu sais, on a déjà une situation avec nos robots où certaines personnes pensent que ce ne sont que des gadgets. Je pense qu'il y a une utilité bien plus grande et je ne veux pas que ce soit associé à la blockchain ou à d'autres choses du genre. Comme si c'était juste, tu sais, un Bored Ape ou un CryptoPunk physique et que ça ne vaudra plus rien dans 2 ans. Je comprends tout à fait. Donc, je pense pour conclure, et je pense que juste sur les aspects boursiers du projet, si tu veux mettre en avant pour les investisseurs, bien sûr, tu es une entreprise cotée en bourse, un peu sur le projet, un peu sur la partie investissement, bien sûr. Divulgation. Ceci n'est pas un conseil en investissement, mais comme celui-ci le souligne aussi, ce que vous faites. Oui, écoute, nous avons, à mon avis, ce n'est pas un conseil en investissement, mais une entreprise sous-évaluée. Les entreprises privées dans le domaine de la robotique atteignent des valorisations de plusieurs milliards de dollars. Je pense que lorsque ces entreprises commenceront à entrer en bourse, l'écart de valorisation entre nous et elles sera évident, car notre valorisation est actuellement inférieure à 50 millions de dollars. Tu sais, c'est pour une entreprise avec une technologie incroyable qui, il y a quelques semaines, a assisté à une conférence et a reçu plus d'attention médiatique que n'importe qui d'autre. Donc, j'encourage les membres du public à aller sur notre site web. Notre site investisseur est realbotics.ai. Notre site web pour les clients est realbotics.com. Nous sommes en train de construire et de grandir constamment et nous en sommes aux premières étapes du déploiement de notre solution dans le monde. Oh, fantastique. Eh bien, je pense qu'avec cela, nous allons conclure. Je pense que ça a vraiment été fantastique. Donc, tout d'abord, félicitations pour tout le travail accompli et pour toutes vos réussites. Je veux dire, je suis aussi très enthousiaste à propos de ce que vous faites. Personnellement, je suis très intéressé et il y a quelques points sur lesquels je reviendrai avec vous, mais je pense que pour notre public, c'est une excellente opportunité. Et aussi, ce que j'apprécie dans votre discours et dans ce que vous faites chez Real Robotics, c'est qu'il y a une approche très ciblée pour construire un produit très simple qui offre d'énormes possibilités. Ce n'est pas simple, même si cela en a l'air, et cela peut vraiment offrir quelque chose de direct et non trivial, car souvent, en robotique, nous compliquons tout. Il y a tellement de discours à démystifier. Félicitations, je vous souhaite beaucoup de succès et j'espère que nous pourrons faire d'autres choses ensemble à ce sujet. Merci.